Je recommence pas du début. Donc la participation des usagers dans le système de santé, donc qui va au-delà de la représentation officielle des usagers. Alors, on peut se poser la question déjà ce qu'on entend par la participation des usagers. Donc il y a différents niveaux de participation. On peut solliciter par exemple les usagers sur un mode consultatif. Donc on leur demande leur avis, par exemple, sur un projet architectural ou sur l'organisation de l'accueil, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que les professionnels ont toujours la main sur la décision, mais on tient plus ou moins compte de l'avis d'usager. On peut être dans un dispositif plus de concertation, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue un peu plus d'égal à égal, ou carrément dans un dispositif de co-construction. Donc, si je pense par exemple à des dispositifs comme les maisons des usagers, ben, on va, dès le début de la conception d'un projet, être à part égale entre usagers futurs du projet, par exemple, ou de la structure, et professionnels s'en occupant. Voilà, donc différents niveaux d'implication et d'acceptation de la part des professionnels de la place des usagers. Alors, un petit mot aussi sur la définition des usagers. C'est un terme qui a fait son apparition assez récemment dans le milieu de la santé, qui est issu des services. On est usager du service de bus de sa ville, etc. Donc, on est dans une conception plus client-fournisseur quand on utilise le terme usager. Et c'est pour ça que dans le domaine de la santé, ça a été aussi beaucoup critiqué, parce qu'on ne peut pas considérer la santé comme un produit ou comme un service seulement, parce qu'il y a la dimension humaine qui est en jeu. Mais bon, pour l'instant, c'est un terme, même s'il ne satisfait pas tout le monde, qui est quand même utilisé pas mal, en particulier par le législateur. Donc l'usager, finalement, il peut avoir différentes notions, et quand on parle de la participation, du coup, on est obligé de se demander, mais si on demande la participation des usagers, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle par exemple des citoyens au sens très très large? Donc tout le monde peut être concerné par exemple pour des services, encore une fois, de soins ou médico-sociaux qu'on met en place. Est-ce qu'on parle des habitants donc sur un territoire? Et quand on parle des habitants, bah, qui sont-ils? Est-ce que ce sont juste les personnes majeures auxquelles on va s'adresser? Ou est-ce qu'on s'intéresse aussi aux enfants? Est-ce qu'on s'intéresse aux personnes sous tutelle, etc. On peut parler aussi des usagers dans le cadre des regroupements, enfin collectifs, donc des associations d'usagers. Et dans le domaine de la santé, on peut aussi, l'usager, c'est aussi un malade. Donc est-ce qu'on réduit l'usager au statut de malade et est-ce qu'on ne s'intéresse qu'aux personnes malades, par exemple? Donc en gros, ce qu'on peut voir derrière ces différentes dimensions, c'est qu'il y a deux conceptions, deux références idéologiques. Ils ont pour faire vraiment simple, la référence libérale, donc l'usager comme un client d'un service auquel on doit un certain niveau de qualité, etc. Et dans ce cas-là, bah, il y a un engagement peut-être moins fort aussi, si on se place dans une relation, disons, contractuelle, ou enfin voire commerciale, entre, entre un usager client et un soignant fournisseur de services, où on peut entendre l'usager plus dans l'acceptation progressiste du citoyen. C'est-à-dire dans le cadre de plus large de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire d'une personne qui a son mot à dire sur les différents services qu'on peut lui proposer dans le cadre sanitaire, social ou médico-social. Voilà, donc c'était pour cadrer au niveau de la sémantique. Alors sachant que cette sémantique-là, évidemment, elle entraîne avec elle la question de la légitimité et de la représentativité, puisque en fonction de qui on considère comme légitime pour porter la parole des usagers du système de santé ou du système médico-social, on va s'adresser à différentes personnes. Donc c'est pour ça que je faisais la différence au début. Quand on parle de représentants des usagers, on est bien dans la représentativité désignée par le législateur officiel, donc les personnes qui participent aux instances de manière officielle. Maintenant, quand on est sur une vision plus large, on va voir qu'on peut s'intéresser à d'autres types de personnes que les officiels. Alors, dans les éléments de contexte, ce qui s'est passé dernièrement, disons dans les 40 dernières années, il y a vraiment eu un renversement des forces entre les associations d'usagers et les professionnels, donc qui ont été dus à plusieurs événements rapidement, mais une pierre angulaire vraiment qui a bouleversé, enfin le tsunami du système de santé, ça a été l'épidémie de sida, qui a obligé les soignants
à se remettre en cause profondément et qui a entraîné une crise de confiance de la population vis-à-vis de la médecine en général. Les différents scandales sanitaires qui ont suivi, qui ont vraiment ébranlé tout le système de santé, et on a vu à ce moment-là l'émergence vraiment d'une parole collective des usagers. Autre élément de contexte, c'est après avoir vécu une période où les progrès de la médecine étaient sans cesse florissants et on allait de nouvelles découvertes en nouvelles découvertes, on pouvait même croire qu'on allait devenir immortel puisqu'on avait des solutions thérapeutiques à presque tout. On a atteint un peu les limites de la médecine curative et donc c'est un élément qui a aussi bouleversé la confiance qu'on a pu avoir dans les professionnels, ou en tout cas les espoirs qu'on pouvait mettre dans la réponse thérapeutique. Donc tout ça, ça a entraîné une crise identitaire forte des professionnels, rappelons-nous les années 90-2000, donc de remise en question de leur propre savoir-faire et aussi du fait qu'ils devaient considérer du coup les patients un petit peu différemment. C'est aussi à ce moment-là que certaines associations ont changé de nature, mais j'y reviendrai. Il y a eu du coup en cascade des scandales sanitaires, une évolution de la jurisprudence qui a complètement requalifié aussi les droits de la personne dans le cadre de la relation thérapeutique. Et là, j'ai un truc qui ne marche plus. Je vais rester tranquille. Voilà. Donc, en gros, tous ces éléments de contexte ont fait qu'on peut dire que la médecine paternaliste est tombée de son piédestal et qu'on a signé la fin d'un certain monopole médical sur la santé, avec aussi l'émergence donc à la fois des mouvements d'usagers, des revendications des droits des usagers et, je vais y revenir, du savoir profane des personnes concernées par des maladies. Le dernier élément, la dernière réplique de ce tsunami dans le monde de la santé, c'est le fait que maintenant est autorisé par la loi, depuis très peu de temps, les actions de groupe, c'est-à-dire le fait que plusieurs personnes peuvent se réunir pour avoir une action commune de plainte dans le cadre d'un scandale sanitaire, alors qu'avant c'était à titre individuel que ça pouvait se faire et que c'était beaucoup plus compliqué. Excusez-moi, une petite information. J'ai Pierre Giraud du 44 qui vient de m'appeler. Ils ont un problème de connexion et donc le CHU de Nantes est en train de voir avec le prestataire pour établir la connexion. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà. Merci. Donc tous ces éléments de contexte, il faut le mettre en relation aussi avec le fait qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, l'espérance de vie augmente et donc mais l'espérance de vie avec maladie augmente. Donc le champ de la médecine est de plus en plus confronté à de l'accompagnement de personnes en situation chronique, qu'il y a des nouveaux comportements aussi plus actif. Internet a complètement bouleversé la relation soignant-soigné par l'accès à l'information sur les pathologies, sur les traitements, etc. Et puis, donc, de ce fait-là, l'enjeu est plus tellement curatif, mais plutôt l'amélioration de la qualité de vie. C'est-à-dire pas forcément atteindre un niveau d'absence de symptômes, mais comment vivre au mieux avec une maladie au long cours. Donc du coup, les attentes aussi et les enjeux du système soignant ont changé et du coup, la médecine n'est plus la seule à intervenir non plus vis-à-vis de l'accompagnement des personnes. Au niveau du mouvement des associations d'usagers, donc rapidement quelques repères. C'est vrai que dans les années 60-80, les associations étaient le plus souvent fondées par des professionnels qui avaient le souci souvent c'était un souci de récolte des fonds pour la recherche pour certaines pathologies. Et puis les associations accompagnaient les malades. Alors, antérieurement aussi à ça, on peut dire que l'historique, en fait, le modèle, disons, des associations d'usagers ou des associations de malades, à l'époque on parlait d'associations de malades, c'est le modèle des alcooliques anonymes aux États-Unis, c'est-à-dire le modèle de l'entraide. Donc ça, on est vraiment sur un modèle d'entraide, mais on est passé par une phase, disons, là encore, d'emprise médicale sur le regroupement des associations de patients. Et puis au début des années 80, le début de la création d'associations de patients par les patients eux-mêmes. Donc le début de ce qu'on peut appeler l'empowerment, et qui est parallèle au fait qu'on commence à reconnaître à cette époque-là une certaine expertise des malades eux-mêmes sur leur propre maladie. Avec des associations qui vont devenir plus revendicatrices
par rapport à des demandes propres. Donc pas seulement proposer de l'entraide ou pas seulement être des réceptacles de collecte de fonds pour la recherche, mais vraiment porter une parole un peu plus spécifique du malade lui-même. Non. Pourquoi il fait ça? Voilà. Après, donc, comme je vous l'ai évoqué, les scandales sanitaires, ça va donner émergence à un autre type d'association. L'association typique, c'est le Lien, donc qui a émergé suite au scandale sanitaire de la clinique du sport à Paris, donc sur les infections nosocomiales. Et donc là, on voit apparaître des associations de victimes, donc qui de fait ont une revendication forte par rapport au droit, le droit à réparation et le droit à aussi une modification des pratiques des soignants pour éviter la répétition des scandales sanitaires. Donc vraiment une remise en cause des processus de décision au niveau thérapeutique, au niveau organisation des soins, au niveau responsabilité globale. Et le développement, aussi, ce qu'on peut voir, c'est que des associations plus généralistes de défense des droits des consommateurs vont commencer à s'intéresser à la santé. Je pense à l'UFC Que Choisir, par exemple, ou des associations de familles qui vont du coup investir ce champ de la santé. Donc après, dans les 15-20 dernières années, on a, je vais le montrer au niveau réglementaire, une augmentation de la réglementation pour favoriser la représentation collective et la défense des droits collectifs. Et puis un modèle de codécision, disons, qui va apparaître un peu embryonnaire encore avec la loi de 2002. Le renforcement des notions d'empowerment, c'est-à-dire la capacité du malade à vraiment prendre la main sur son parcours de santé, sur son parcours de vie, et la reconnaissance du savoir profane, du savoir expérientiel, de l'expertise d'expérience. Il y a plein de vocables qui sont utilisés pour essayer de qualifier finalement le savoir que le patient ou le résident d'ailleurs dans le médico-social peut acquérir sur son propre parcours et qui doit être confronté au savoir des soignants, au savoir des professionnels pour arriver à une codécision et aussi à une co-responsabilisation par rapport au parcours. Voilà. Alors, autre élément important, c'est la structuration des mouvements associatifs au sein du CIS, donc du collectif interassociatif sur la santé, donc qui a été créé en amont de la loi de 2002, en 96, donc qui a vraiment participé à toute l'action de lobbying pour le développement de la démocratie sanitaire. Donc un mouvement interassociatif qui regroupe des associations assez variées, de malades, de personnes handicapées, de consommateurs, de familles, de visiteurs. Qui a d'abord été centré effectivement sur l'hôpital parce qu'on était dans le contexte aussi des crises sanitaires et qui s'est élargi au fur et à mesure jusqu'aux critiques et à être un porteur de propositions représentant les usagers, par exemple par rapport au système de financement de la sécurité sociale. Donc ça regroupe des associations pas seulement de malades, mais de victimes aussi, de consommateurs, etc. Donc il y en a 15 au début à la création, une quarantaine aujourd'hui. Voilà, donc des associations qui adhèrent au CIS, sont reconnues comme adhérentes au CIS parce qu'elles ont une action aussi de défense des droits. Donc le CIS, ce qui est important aussi à savoir, parce que c'est une ressource pour tout le monde, c'est le CIS gère la ligne santé info droit, donc c'est vraiment une ressource juridique essentielle au niveau du système de santé gratuite et qui permet de produire chaque année un rapport de l'Observatoire des droits des usagers de la santé et qui est vraiment qui donne un panorama en fait de toutes les problématiques qui arrivent sur la ligne santé info droit et qui permet là encore de pousser les feux sur certaines thématiques concernant le respect des droits des usagers. Les rapports disponibles, voilà, donc le rapport est disponible sur le site, ainsi qu'un certain nombre d'autres informations. Ils font un suivi assez précis de l'actualité dans le domaine. Et puis ils prennent régulièrement position dans le débat public quand il est question de défense des droits des usagers. Voilà, ils ont publié par exemple des études sur les inégalités sociales de santé. Enfin, voilà.
Donc l'objectif ici, c'est l'information, c'est la formation aussi, puisque c'est le CIS qui est responsable de la formation des représentants des usagers qui siègent dans les instances des établissements. Donc l'observation des droits, et puis c'est vraiment l'interlocuteur des pouvoirs publics sur toutes ces questions-là. Toujours dans les éléments de contexte, donc un petit historique, mais alors vraiment synthétique au niveau réglementaire, parce que c'est souvent pas ce qui est le plus, disons, fun, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des droits des usagers, mais ça date pas d'hier, puisque le législateur s'y est intéressé quand même depuis les années 70. Et on voit au fur et à mesure des différents textes de loi, les circulaires, les décrets, etc., en fait une montée en puissance des droits individuels et collectifs des personnes qui sont en relation avec le système de santé. Voilà, donc bon, il y a quelques pierres blanches à noter. En 91, le fait que voilà, ça devient obligatoire d'avoir des représentants d'usagers dans les établissements de santé et médico-sociaux, mais alors, là c'était quand même assez prudent parce qu'ils n'avaient qu'une voix consultative et ils n'avaient pas de pouvoir de décision. Les ordonnances de 96, donc qui réforment l'hôpital, où on voit apparaître l'obligation d'enquête de satisfaction, l'obligation de remettre le livret d'accueil, donc d'informer les patients, de représentants au niveau des instances, la mise en place de la commission de conciliation, donc qui va être l'ancêtre de la commission de relations avec les usagers, les conférences nationales de santé et les conférences régionales de santé. Donc on voit les prémices déjà de ce qu'on va appeler après la démocratie sanitaire. Avec donc le tournant important entre 99 et 2002, avec donc l'organisation des états généraux de la santé, donc des débats publics partout en France qui font remonter les besoins de la population par rapport au système de santé, suivi du rapport Cagnard qui structure donc les attentes et qui va faire le socle de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Donc tout ça est accompagné évidemment de ce que j'ai montré auparavant, c'est-à-dire le renforcement de tout le mouvement associatif qui va faire lobbying fort pour aboutir à la loi de 2002 et donc ce lobbying associatif stimulé par les scandales sanitaires. Donc 2002, c'est à la fois dans le domaine sanitaire et dans le domaine médico-social une pierre importante et un repère important, donc janvier 2002 et puis mars 2002, avec donc réaffirmation des droits de la personne, accès au dossier médical direct, l'instauration d'un droit à l'information, ce qui est une première mondiale, en fait, puisque la France est le premier pays dans lequel ce droit à l'information sur son état de santé a été énoncé. En regard, évidemment, c'est le devoir des professionnels d'informer. Le respect de la dignité renforcé, la notion de consentement éclairé, etc. La mise en place des commissions de relations avec les usagers, la personne de confiance et le renforcement des droits collectifs. Donc avec la mise en place de l'agrément des associations, donc la commission d'agrément au niveau national, l'instauration d'un droit à la formation pour les représentants des usagers, un droit d'ester en justice pour les associations, et puis la mise en place du congé de représentation, donc qui est censé pouvoir favoriser justement la présence des représentants des usagers dans les instances quand les représentants des usagers ont une activité professionnelle. Donc voilà pour le bilan, donc pour l'évolution de la loi, donc vraiment un renforcement, une montée en puissance. Voilà. Alors on peut se poser la question de savoir, bon, mais finalement, 12 ans après la loi, où en est-on? Les points de vue sont différents en fonction du côté de la lorgnette duquel on se place, évidemment. Au début, les professionnels ont beaucoup râlé contre la loi parce que ça modifiait les pratiques, ça entraînait une perte de pouvoir, évidemment, une nécessité de repenser la relation. Du point de vue des associations, du point de vue des juristes et du point de vue des patients, les attentes sont différentes. Alors je vais m'arrêter sur le nouveau repère qui est le dernier rapport qui a été rendu donc pour faire un bilan justement de la loi de 2002, donc le rapport de Claire Compagnon et Véronique Gady, qui avait pour objectif donc d'évaluer la loi, de s'inspirer des expériences étrangères et de faire des recommandations pour se projeter dans l'avenir
proposer des nouvelles étapes de développement de la démocratie sanitaire, de la représentation des usagers. Donc, synthétiquement, parce que c'est un rapport comme tous les rapports qui a un certain nombre de pages, mais disons qui pose, disons, 9 grandes recommandations. Et l'idée, c'est quand même de ce rapport de renforcer encore plus le droit des usagers en mettant en place, par exemple, un mécanisme de concertation obligatoire, c'est-à-dire que de favoriser vraiment la prise en compte systématique de la parole des usagers au niveau individuel et collectif, de positionner clairement les représentants dans les lieux de décision. Et pour ça, en fait, l'idée un peu innovante au cœur du rapport compagnon, c'est de créer, alors pas une nouvelle commission Théodule, mais de faire évoluer la commission, la CRUC, la commission des relations avec les usagers, pour la positionner au même niveau dans les établissements que la commission médicale ou que le conseil de surveillance. Voilà, donc c'est d'ailleurs donner beaucoup plus de pouvoir à cette commission qui représente les usagers et où on aurait en fait la commission médicale d'établissement, le conseil de surveillance et la commission des usagers. Avec sous la responsabilité de la commission des usagers tout ce qui est la démarche qualité, les enjeux de sécurité et de respect des droits. Donc ça, c'est quand même une innovation majeure. Alors, pour information, et parce que c'est pas loin, et ça vient de sortir, on peut citer l'exemple du CHS de Esquirol à Limoges, qui vient de mettre en place, donc une espèce de préfiguration, qui vient de mettre en place un pôle des usagers au sein de son établissement, donc qui est positionné comme les autres pôles, voilà. Avec à sa tête donc le délégué local de l'UNAFAM et qui a un temps dédié médical, administratif, soignant et qui va s'occuper donc donc qui va être dans les instances de décision au même titre que les chefs de pôle et qui va s'occuper de la gestion de la crue, de la communication, l'information des usagers et à terme ce que souhaiterait le directeur d'Esquirol, ça serait que la qualité aussi soit incluse dans ce pôle des usagers. Il y a quelques autres exemples comme ça en France, c'est encore balbutiant, mais c'est intéressant. Donc l'idée, c'est de vraiment favoriser encore plus le travail commun et à parité entre les usagers et les soignants. Donc je passe sur ça. Il y a aussi le lien aussi qui est intéressant entre la représentation institutionnelle et la représentation territoriale. Dans le cadre de la future loi de santé, on va vers un service public territorial de santé et donc de faire le lien non seulement au sein de l'établissement mais aussi avec les instances de représentation au niveau du territoire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et évidemment, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont chiffré aussi les moyens de la participation des usagers, parce que c'est souvent un gros problème de dire voilà, nous on veut bien, mais il n'y a pas de sous, il n'y a pas voilà. Donc ça pose, disons, les balises pour une professionnalisation de la représentation des usagers. Voilà, et de restructurer aussi le mouvement des usagers au niveau national. Donc voilà pour la première partie sur les éléments de contexte et les éléments réglementaires. Et maintenant, quelques éléments pour vous donner des idées sur la manière dont un établissement peut favoriser la participation. Donc là, on passe de la question de la représentation officielle à la question de la participation. C'est-à-dire, on sait qu'on peut être confronté aussi à des pénuries de représentants ou des pénuries d'associations sur le territoire. Comment fait-on pour, de toute façon, quand même recueillir la parole des usagers, des malades, des citoyens, des habitants? Donc là, j'ai pris l'exemple des établissements de santé. On a fait une enquête à l'époque où je m'occupais encore de la maison des usagers de Sainte-Anne. On a fait une enquête nationale avec plusieurs partenaires sur la participation. Justement, on a interrogé un certain nombre d'établissements. Donc à peu près 700 établissements au niveau national, donc différents types, publics, privés, centres de lutte contre le cancer, etc. Et donc on a interrogé à la fois les établissements, les représentants des usagers via les 6 régionaux, et on a interrogé aussi un panel aléatoire de personnes qui avaient utilisé un établissement de santé dans les 4 dernières années. Alors ce dont on se rend compte en fait, c'est que voilà, on voulait savoir les établissements qui avaient des espaces ou des maisons des usagers, par exemple, on en a recensé 180, mais bon,
derrière 180, on sait qu'il peut y avoir aussi une annonce comme ça. Et par exemple, dans l'établissement où nous nous situons à l'heure actuelle, il y a une maison des usagers, c'est-à-dire qu'il y a un panneau à côté d'une porte, mais il n'y a rien derrière. Voilà, donc voilà, il peut y avoir un décalage entre le fait d'avoir créé une maison des usagers et le fait qu'elle serve à quelque chose. Voilà, il y a pas mal d'établissements qui ont été développés dans les établissements psychiatriques. Ça, c'est intéressant à noter. Voilà. Et quand le lieu n'existe pas, les gens souhaiteraient qu'il existe. Bon. Du côté des usagers, alors c'est assez catastrophique en fait parce qu'on se rend compte que bon, c'était un petit échantillon, etc. Mais c'était quand même un petit échantillon de personnes qui ont fait la démarche de répondre au questionnaire, donc qui étaient déjà un peu sensibilisées à la question. Et parmi des gens donc sensibilisés à la question, en fait, il y en a très très peu qui connaissent par exemple les associations de patients. 21%, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, et parmi ceux qui connaissent, il y en a peu qui prennent contact avec. Il y a très peu de personnes aussi qui savent qu'il y a des lieux comme les maisons des usagers ou les espaces des usagers, mais par contre tout le monde dit qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Voilà. Donc voilà, c'était quand même intéressant à savoir. L'enquête montre aussi, et ça ça montre qu'il y a encore du boulot, que en gros, grâce à tout le dispositif réglementaire qui s'est mis en place, la représentation officielle des usagers dans le système, dans les établissements de santé, et maintenant c'est acquis. Je veux dire, voilà, c'est obligatoire de toute façon, donc voilà, tous les établissements sont structurés, mais c'est très mal connu en fait. C'est-à-dire au sein même des établissements, les personnes qui sont accueillies ne connaissent pas beaucoup leurs droits, ne savent pas qu'il y a une commission de relations avec les usagers, qu'il y a des associations, qu'il y a éventuellement des espaces usagers, etc. Voilà. Donc on peut dire que ça reste, même si le dispositif réglementaire est quand même bien implanté, sur le terrain, ça reste assez timide et mal connu. Alors, un petit éclairage sur les outils qui peuvent favoriser la participation des usagers. Donc, évidemment, la présentation institutionnelle, j'en ai parlé, la démarche qualité. Alors, intéressant par rapport à la démarche qualité, il y a quelques années, la Haute Autorité de Santé avait rendu obligatoire la participation des représentants d'usagers dans le processus d'auto-évaluation. Et c'était un élément opposable. On ne pouvait pas être certifié si on n'avait pas impliqué des représentants d'usagers. Et donc, ça avait augmenté, évidemment, la représentation des usagers. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sous la force de quel vent, l'HAS est revenu sur sa décision et ce n'est plus obligatoire. Et depuis que ce n'est plus obligatoire, eh ben, ça a baissé. C'est-à-dire que la représentation des usagers dans le processus de certification a décliné. Bon, ça c'est une manière de faire participer de manière ponctuelle. Il y a d'autres outils comme les focus group par exemple qui peuvent être utilisés ou des forums citoyens qui sont des éléments, par exemple on veut mettre en place un nouveau service ou un foyer, etc. Bon, on va faire un forum citoyen sur son territoire, sur sa commune pour recueillir l'avis des personnes par rapport à ce projet-là et non seulement recueillir l'avis mais en tenir compte. En tenir compte, voire même, oulala, c'est la révolution, co-construire, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que soit on est dans le minimum, c'est la consultation, ce qui est déjà pas mal, soit carrément on va se mettre en démarche participative pour co-construire un projet ou co-construire une évolution d'un service ou d'une structure. Autre chose qu'on peut mettre en place aussi, des comités d'éthique par exemple, et des comités d'éthique non seulement où il y a des médecins, des soignants, des éthiciens, mais aussi des personnes concernées. Et puis ce qui peut se mettre en place aussi, c'est des comités de patients ou des comités d'usagers, bon, ce qu'on a vu aussi dans le médico-social avec les conseils de la vie sociale, donc qui permettent d'avoir un espace de discussion, un espace d'échange, voire un espace de codécision par rapport à l'organisation du service. Donc, ce qui est un peu moins lourd à organiser qu'une maison des usagers, où là, ça suppose qu'il y ait la ressource associative sur le territoire, des gens disponibles, une implication au niveau de l'établissement pour faire tourner la boutique. Mais bon, on peut parler quand même des comités d'usagers. Donc, bon, à différents niveaux qui peuvent se mettre en place. Donc, c'est tous des dispositifs finalement, que ce soit comité d'usagers ou maison des usagers ou forum, etc., qui sont basés quand même sur le fait qu'on reconnaisse le savoir expérientiel des patients et qu'on soit prêt à tenir compte de ce savoir-là dans l'organisation du parcours de santé, par exemple.
hein, avec aussi la notion de rétablissement, c'est-à-dire que la personne peut être actrice de son propre rétablissement et n'est pas forcément en position passive, attendant tout des professionnels, mais a son mot à dire aussi dans les choix qui sont faits par rapport à son parcours. Et peut bénéficier aussi de l'entraide par les pairs. Hein, donc il y a ces notions-là qui sont quand même importantes dans ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'une maison des usagers, par exemple, c'est pas juste un endroit où on va avoir une infirmière à la retraite qui va vous donner des informations sur les maladies. Hein, ça, c'est pas une maison des usagers. Ça, c'est autre chose, c'est un lieu d'information complémentaire. Mais une maison des usagers, telle que ça a été pensé, telle que c'est défini dans la circulaire de 2006, c'est vraiment un lieu d'entraide, d'empowerment et de renforcement des droits des usagers. Voilà, sur la notion d'empowerment, il me reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Oh, ça On va. était un peu en retard. Ah bon, je peux prendre un peu de temps pour l'empowerment. Juste un éclairage donc, sur la notion d'empowerment, parce que je ne sais pas si tout le monde a cette notion-là en tête. Alors, c'est intraduisible. Voilà, c'est un constat. Oui, pouvoir d'agir, en capacitation, disent les Québécois. Bon, voilà, alors c'est difficile à traduire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot power en anglais réfère à deux notions en français, qui est la notion de compétence et la notion de pouvoir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile à traduire aussi. Donc là, on voit dans la définition qui a été mise là, c'est l'accroissement de la capacité d'agir de la personne. Donc on est vraiment sur la dimension compétence individuelle, via le développement de son autonomie, la prise en compte de son avenir, sa participation aux décisions la concernant. Certes, ça c'est le niveau individuel, mais en empowerment, il y a aussi une notion collective, en fait. Hein, donc, faut bien voir ça, puisque la notion d'empowerment, on s'inscrit vraiment dans l'histoire de la défense des droits civiques, donc qui nous vient, qui a commencé à la Révolution française, en fait, avec l'émergence de la notion d'individu, qui est passé par les États-Unis, par la Révolution américaine, et qui après a été la base en fait des mouvements de civil rights aux États-Unis, des mouvements des droits civiques, donc liés avec la fin de l'esclavage, les droits civiques des Noirs, puis des femmes. Et on est arrivé finalement au champ de la santé dans les dernières années, mais ce sont bien les mêmes revendications, c'est-à-dire revendiquer son statut de citoyen, même malade. C'est-à-dire que la maladie ou le handicap ne soit pas un obstacle au respect des droits de la personne et au respect des droits humains dans leur ensemble. De même que la lutte pour les droits civiques, c'était que la couleur de peau ne soit pas un obstacle à l'égalité des droits, ou que l'orientation de genre ne soit pas un obstacle, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui vient de loin. Donc, ce que ça pose, les dispositifs de participation, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la question aussi de la légitimité, de la représentativité, c'est la question de la participation. Est-ce que les usagers sont vraiment acteurs dans les dispositifs ou juste consommateurs de services? Est-ce que toutes les personnes peuvent y participer? La question de la formation aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions, que ce soit du côté des institutions ou du côté des personnes, mais si on n'est pas formé, je vois par exemple se retrouver dans un conseil de surveillance d'un établissement avec un dossier comme ça à lire une semaine avant, bon voilà, c'est pas forcément facile. Et puis, une fois qu'on a impliqué une personne concernée dans les dispositifs, qu'est-ce qu'on fait de sa parole? Juste pour donner un éclairage, je voudrais citer le Conseil local de santé mentale de Grenoble, qui s'est posé la question, ça a été évoqué au colloque de Nantes sur les CLSM, la question de la participation justement des usagers dans le Conseil local de santé mentale ou des habitants, puisque du coup au niveau Conseil local on se situe sur un territoire, donc la question c'était est-ce que ça doit être des usagers des services de psychiatrie qui sont reçus au CLSM, ou est-ce que c'est plus largement les habitants? Est-ce que les groupes d'entraide mutuelle sont légitimes pour participer au Conseil local de santé mentale, par exemple? Et finalement, le CLSM de Grenoble a laissé la porte ouverte aux personnes qui souhaitaient participer sans définir si ça devait être sur quels critères. Et le critère, en fait, c'était de savoir est-ce que le groupe, finalement, acceptait la personne. Voilà.
et acceptait la contribution de la personne et s'il n'y avait pas de conflit d'intérêt particulier par rapport à sa présence. Donc il y a ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des expérimentations en cours, en tout cas, pour élargir justement la prise en compte de la parole des usagers au-delà des représentants officiels. On va conclure. Donc le comité d'usagers, c'est un dispositif un peu plus léger que les maisons d'usagers qu'on peut mettre en place. Donc ça permet de sensibiliser aussi les équipes, les professionnels, etc. De travailler sur des thématiques précises, d'interpeller le comité sur des thématiques précises par rapport à la vie de l'établissement, etc. Les maisons des usagers, donc dispositifs un peu plus complexes, espaces d'écoute, d'entraide, d'information, donc qui suppose une ressource associative, qui suppose aussi une volonté politique, on va dire, de l'établissement pour que ça se mette en place et pour que ça fonctionne, avec l'idée qu'on va y trouver de l'information, de l'entraide, mais ça doit faciliter aussi la parole et faciliter l'empowerment des personnes qui viennent rencontrer les associations. Alors, petite information, on vient de créer une fédération nationale des maisons des usagers, qui a été créée il y a quelques mois à l'initiative de plusieurs maisons des usagers de Sainte-Anne, la maison des usagers de Perpignan et d'autres maisons, dont maison des usagers de Saint-Antoine aussi à Paris. La maison des usagers de Limoges fait partie aussi du dispositif. On va bientôt mettre en ligne un site internet et on a en cours une enquête qualitative auprès des dispositifs actifs maison ou espace des usagers. Voilà, donc je passerai sur la maison des usagers de Sainte-Anne, juste pour dire qu'il y a une dizaine d'associations, qu'elle existe depuis 10 ans, voilà, que ça fait une passerelle entre les services, les associations, les usagers, la ville, etc. Qu'il y a à peu près 1300 passages par an, voilà, qui font des journées d'animation aussi sur des thématiques de prévention santé. Et puis, donc pour conclure, c'est vrai que les maisons des usagers, quand elles arrivent à fonctionner, celle sur Perpignan, par exemple, c'est intéressant, c'est un hôpital général. Ils ont créé une association qui regroupe les associations, en fait, un collectif interassociatif des associations qui participent à la maison des usagers. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans les maisons d'usagers, c'est le travail commun entre les associations, c'est-à-dire le décloisonnement entre les associations elles-mêmes. Voilà. Donc, et pour conclure vraiment, non, c'est pas tout à fait la conclusion, mais voilà, on est vraiment, donc, si on parle à la fois de la représentation et de la participation, vraiment sur un enjeu de rendre les personnes vraiment actrices de leur santé, de leur parcours de soins, de leur parcours de santé, de leur parcours de vie. Et ça suppose que, évidemment, ça modifie le regard des professionnels. Et ça, on parle bien à la fois de la relation soignant-soigné, c'est-à-dire comment, en tant que soignant, je modifie ma perception de la personne en reconnaissant son savoir expérientiel, jusqu'aux représentations dans les établissements, aux représentations au niveau des conférences régionales de santé, de la conférence nationale de santé, etc. Donc on est dans un dispositif complètement cohérent. Et juste pour finir, je fais un petit coup de pub sur quand même l'empowerment, c'est quand même s'emparer de ses droits. Et pour s'emparer de ses droits, il faut les connaître. Donc, je présente rapidement un nouvel outil qui a été développé par le Psycom, qui va sortir, qui est déjà commandable sur notre site, qui est un kit pédagogique sur les droits des usagers en santé mentale. Donc, qui peut servir à la fois aux associations d'usagers, de proches, aux professionnels, aux formateurs, aux directeurs d'hôpitaux, tous les professionnels du champ de la santé médico-sociale, qui est basé sur des cas concrets, des situations concrètes, et qui permet de mieux connaître les droits, les recours, et discuter, ouvrir le dialogue en fait sur les droits en psychiatrie. Et le CREPSI Pays de Loire est